C'est l'un des débats les plus sensibles en France. Les députés ont commencé lundi, avant-hier, l'examen du projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Ce texte, le 4e sur le sujet en 25 ans, instaure pour la première fois une aide à mourir. Nous avons voulu savoir comment cela a été perçu au Canada, où le droit à mourir dans la dignité est entré dans les mœurs, et en Belgique, où l'euthanasie est autorisée depuis 2002, depuis 22 ans. Avec nous pour en parler en direct de Montréal, le docteur Georges L'Espérance. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes neurochirurgien, président de l'Association québécoise pour le droit à mourir dans la dignité, la QDMD. Et Jacqueline Hermance à Bruxelles, en Belgique. Bonsoir également. Vous êtes président de l'Association également pour le droit à mourir dans la dignité, l'ADMD. On va d'abord, avant de vous donner la parole, voir ce que prévoit précisément ce projet de loi qui devrait être soumis au vote le 11 juin prochain à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a d'ores et déjà dit que ce texte dessinera le modèle français de fin de vie. On voit cela avec Manon Martel. Demander à mettre fin à ses jours lorsque la douleur n'est plus supportable ou qu'il n'y a plus d'espoir de guérison. L'aide à mourir est examinée par les députés. Il y aurait 5 conditions pour y recourir. Être majeur et avoir toutes ses facultés mentales, souffrir d'une maladie incurable en phase avancée ou terminale, et la souffrance doit être jugée insupportable. Ce projet de loi, mais l'un de ces critères fait débat, car la première version du texte a été remaniée. Initialement, le patient devait être atteint d'une affection grave et incurable, engageant son pronostic vital à court ou moyen terme. Désormais, il faut une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale. La notion de pronostic vital à court ou moyen terme est donc supprimée. Imaginez un médecin, au moment de la demande à mourir, qui devrait évaluer le temps qu'il reste à vivre d'un malade en lui disant de façon certaine, vous en avez pour 6 mois, vous en avez pour 12 mois, vous en avez pour 18 mois. C'est parfaitement impossible. Les opposants au projet de loi, eux, jugent ce nouveau critère trop vague. Prenez l'exemple d'une personne atteinte d'un cancer qui évolue, qui peut se stabiliser, mais qui évolue. Vous avez des traitements de confort qui vous permettent de mener des années durant une existence sociale qui n'a rien à voir avec le fait d'interrompre à un moment donné, d'abréger son existence. Autre point de crispation, qui administre le produit létal ? À l'origine, cela devait être le patient, sauf s'il n'était pas en capacité de le faire. Désormais, il pourrait demander dans tous les cas à un soignant ou à un proche de l'assister. Inacceptable pour les médecins en soins palliatifs. Demander à un proche d'aider quelqu'un de sa famille à mourir, c'est méconnaître complètement la culpabilité et l'impact sur le deuil qui peut arriver après. Là, le texte, dans sa forme actuelle, c'est une question d'euthanasie. Il faut nommer les choses. Là, tous les pays qui ont légiféré ont nommé euthanasie ou suicide assisté. La France est le seul pays qui se refuse à nommer les choses. Les défenseurs du droit à mourir saluent eux une avancée. Les députés ont jusqu'au 11 juin pour trouver un accord sur cette réforme. Jacqueline Hermance à Bruxelles, vous avez salué il y a quelques jours une avancée tout en disant que c'était une loi des petits pas. Pourquoi ? J'entends que pour l'instant, la discussion porte notamment sur le pronostic vital. J'aimerais attirer l'attention sur le fait que si on réduit la possibilité pour les patients de demander l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir, peu importe les termes, très proche du décès, mais cela va faire que beaucoup de personnes ne pourront pas, enfin quand je dis beaucoup de personnes, entendons-nous, mais il y aura un certain nombre de patients qui ne pourront pas accéder à l'aide médicale à mourir. Donc oui, je parle d'une politique des petits pas, puisque en France, la France nous a habitués quelque peu à cette politique des petits pas en passant par le laisser mourir, le faire dormir. Donc aujourd'hui, ce que j'espère, c'est que la loi va être quelque peu corrigée au cours de son examen au Parlement. Georges L'Espérance, vous êtes, on l'a dit tout à l'heure à Montréal, que pensez-vous de ce projet de loi français vu du Québec ? Bien, écoutez, vu du Québec, le projet de loi m'apparaît tout au moins un petit pas vers l'avant. Je vais reprendre les mots de Maître Hermance.
Je suis beaucoup surpris par la question de la mort à peu près inéluctable qui doit survenir parce que la loi au Canada avait été la même chose au tout début, la même que la loi au Québec. Mais par la suite, la Cour suprême avait donné son avis et les lois ont dû être modifiées pour amener la notion de maladie grave et incurable, quel que soit le pronostic. Comme a dit un des médecins, je crois, dans l'entrevue initiale, aucun médecin n'est capable de dire quel est le pronostic exact d'un patient. Et ceci amène des patients qui ont des maladies graves et incurables, par exemple les maladies neurodégénératives cognitives, par exemple les maladies neurodégénératives physiques, excusez-moi, de demander l'aide médicale à mourir beaucoup trop tardivement alors qu'elles sont en souffrance. L'autre élément qui m'interpelle beaucoup, et là vraiment je suis extrêmement surpris, c'est la possibilité qu'un proche puisse donner l'aide médicale à mourir à un patient. Ça, je trouve ça tout à fait inadmissible. Dans mon esprit à moi et l'esprit au Québec et au Canada, c'est un soignant qui donne l'aide médicale à mourir pour une raison très simple, c'est que les patients ont une plus grande espérance de vie en raison du travail de la médecine depuis des décennies et du travail des soignants. Et à mon avis, c'est un accompagnement qui doit être donné à la personne malade par des gens qui sont compétents pour le faire et qui, bien sûr, qui n'auront pas cette culpabilité que l'on veut mettre sur les épaules des proches. Je trouve ça assez curieux. Restez avec nous, docteur Georges L'Espérance. Je vais vous poser la même question dans un instant. Jacqueline Hermans, en quoi ce texte de loi est très différent de la loi belge qui a été adoptée il y a maintenant des années? Et au fond, pourquoi deux pays frontaliers, si proches culturellement, par la langue, par la culture, par la religion, sont tellement diamétralement opposés sur l'avancée des textes? Cela pourrait prendre, je dirais, plusieurs heures pour donner des explications. Je rejoins en ce qui concerne la question d'un proche qui pourrait poser cet acte. Je rejoins tout à fait le docteur Georges L'Espérance. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand nous avons pensé à cette loi, nous avions très peu d'éléments de référence. Nous avions l'État d'Oregon et nous n'avons pas voulu suivre l'exemple de l'État d'Oregon parce que le patient est laissé à lui-même. Et nous avions l'exemple des Pays-Bas avec une dépénalisation de fait. Premier pays au monde à légaliser l'euthanasie. Oui, et puis une dépénalisation de fait qui remontait à quelques années auparavant. Donc, si nous avons choisi l'euthanasie, par exemple, osons utiliser les mots. Mais une euthanasie médicale, c'est en raison du fait qu'il nous paraissait important qu'il y ait tout d'abord ce colloque singulier entre le patient et le médecin, avec la possibilité peut-être de choisir d'autres voies que l'euthanasie. L'euthanasie n'est pas un but en soi. Et aussi l'assurance que si la décision est prise concernant l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie, le jour J, il y ait la possibilité de compter sur les compétences d'un professionnel de la santé afin que les choses se passent de la meilleure façon possible. Ce n'est pas rien que soit pratiquer une perfusion, soit administrer un sirop de barbiturique. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle vous, en Belgique, en quelques mots, pour retourner au Québec, Jacqueline Hermans, que dit la loi belge, qui a été d'ailleurs étendue aux mineurs, bien entendu, avec tout un protocole et des garde-fous, clairement, mais que dit la loi belge aujourd'hui? La loi belge pose 3 conditions fondamentales. Tout d'abord, il est question de la demande volontaire bien réfléchie d'un patient qui est en capacité de formuler cette demande, qui est atteint d'une affection grave et incurable, qu'elle soit d'ordre accidentel ou donc pathologique, affection qui lui cause des souffrances physiques ou psychiques inapaisables. Voilà les conditions fondamentales de la loi. Et il est vrai qu'en 2014, on a étendu la possibilité aux mineurs, mais avec des balises bien précises. Alors, au Québec, vous et au Canada, dites-nous, Georges L'Espérance, qu'est-ce que dit la loi canadienne votée en 2016? Globalement, la même chose que ce qu'il y a en Belgique. Maladie grave et incurable chez un patient qui a toutes ses capacités pour le décider. Ouais. Donc, il est apte avec ce qu'on appelle dans la loi un déclin avancé et au niveau de l'âge de cette situation.
Les majeurs. Les mineurs, malheureusement, je dois dire, ont été exclus parce que d'abord, c'est très, très rare chez les mineurs, heureusement, et ce sont des maladies extrêmement délabrantes. On parle beaucoup des sarcomes essentiellement. Malheureusement, pour le moment, au Canada et au Québec, la même chose. Sur la question des maladies mentales, Georges Lespérance, Justin Trudeau, il y a quelques jours, a décidé, si l'on peut dire, de temporiser sur la question des maladies mentales qui, pour l'instant, au Canada, ne sont pas prises en cause. Par exemple, les dépressions sévères. Quel est votre avis à ce sujet ? On parle ici des maladies mentales comme seule pathologie. Un patient qui a une pathologie physique admissible avec une pathologie mentale, pourvu qu'il soit apte à décider pour lui-même, peut obtenir l'aide médicale à mourir. La question ici, c'est qu'avec nos lois, les patients avec pathologie mentale pourraient être admissibles, mais le gouvernement a mis un holà pour les 3 prochaines années, jusqu'en 2027. Et donc, pour le moment, les patients avec des pathologies de santé mentale comme seul problème sont exclus, ce qui va à l'encontre de la décision de la Cour suprême de 2015. Et donc, des patients pourront être obligés d'aller en cours pour faire valoir leurs droits, ce qui m'apparaît tout à fait inadmissible. Alors, en revanche, en Belgique, c'est donc autorisé, Jacqueline Hermance, deux cas tragiques, parce que ça l'est, ont suscité l'émotion. D'ailleurs, l'un n'est pas en Belgique, mais aux Pays-Bas. C'était il y a quelques jours, l'histoire de Chanty de Corte qui a suscité l'émoi dans son pays et d'ailleurs en France. Non, ça c'est en Belgique, pardonnez-moi. Hein. Chanty de Corte, c'est bien en Belgique. C'est une jeune femme en fait qui a été victime des attentats de 2016 et qui a subi un syndrome de stress post-traumatique. Elle a décidé de mettre fin à ses jours. Elle avait 23 ans. C'était il y a 2 ans. Il y a eu un écho en France également, mais pas seulement. Alors, ce qui frappe les esprits, je vous pose la question de la manière la plus directe. Je la poserai peut-être au neurochirurgien, mais en quoi une jeune fille de 23 ans ne peut pas guérir d'une maladie mentale et d'un stress post-traumatique? On pourrait très bien se dire que 5 ans après, ça irait mieux. Qu'est-ce qu'il est difficile de parler d'un cas que l'on ne connaît pas au point de vue du dossier médical. Chanty de Corte, il est vrai, a été témoin de l'attentat à Zaventem, mais en fait, son cas était beaucoup plus complexe qu'un syndrome post-traumatique. Donc, de grâce, quand on parle de cas particuliers, que l'on soit prudent de la manière dont on s'avance. Chanty de Corte présentait une personnalité très complexe et les problèmes dont il a été fait état auprès des médecins qui ont eu à examiner sa demande d'euthanasie étaient bien plus lourds que le seul syndrome post-traumatique. Alors, 22 ans après cette adoption, quel bilan tirez-vous en termes de chiffres? Il y a eu 33 613 personnes euthanasiées entre 2002 et 2023 en Belgique. Je lisais le journal français La Croix, avant de préparer cet entretien, qui dit qu'après des années d'augmentation, il y a ce qu'on pourrait appeler une zone grise dans les limites fixées. Comment comprenez-vous cela? Est-ce qu'il y a eu parfois des cas, on va dire, polémiques en Belgique? Des cas qui ont posé des questions, certainement. Et je pense que si l'on ne se posait pas certaines questions à propos de ces décisions d'euthanasie, on ne serait plus en démocratie. Cela étant, à ma connaissance, je n'ai pas, si vous voulez, l'impression, le sentiment qu'il faille parler de zone grise. Là, il faudrait plutôt demander au journaliste qui a écrit cet article de s'expliquer, parce que pour ma part, car je suis également donc coprésidente de la commission d'évaluation et de contrôle, j'ai non pas le plaisir, parce que ce n'est pas rien d'examiner cette déclaration, mais en tout cas, j'ai la possibilité de prendre connaissance de ces déclarations et je peux vous dire qu'à chaque fois pour moi, ce sont des coups de canif que je reçois, car c'est pour quelqu'un qui n'est pas dans le monde médical extrêmement difficile de lire ces différents trajets de vie. Je n'ai jamais eu le sentiment que par rapport aux déclarations dont j'ai eu connaissance, il y a eu un écart par rapport à la loi. Alors, au niveau des mineurs, il y a eu 5 cas depuis 2014, vous l'avez dit. 6 cas, pardon, c'est très, très encadré. À Montréal, Georges Lespérance, est-ce que vous diriez, j'espère que l'expression ne va pas vous heurter, mais que la fin de vie, l'aide à mourir dans la dignité, est entrée dans les mœurs au Canada? Je crois qu'il y a 4% des décès recensés l'an dernier qui sont en fait des euthanasies.
Non, au Québec, les chiffres que nous avons, c'est 6,8 %, disons 7 qui sont des euthanasies. Moi, ça ne me pose aucun problème. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas le patient dans son désir d'en finir Mais avec c'est une lié à vie qui quoi n'a ce plus de chiffre, sens? docteur? Est-ce que c'est le vieillissement de la population ou est-ce que c'est la loi qui a permis peut-être, encore que chez vous, on l'a dit, les maladies mentales ne sont pas prises en compte, c'est un peu différent? Oui, ben, la loi le permet, bien sûr. Écoutez, la majorité des aides médicales à mourir se font chez des patients qui ont un cancer, première cause. Deuxième cause, les maladies cardiovasculaires avancées. Donc, ça reste des pathologies physiques pour lesquelles il n'y a plus de traitement possible. Pourquoi? Je pense que c'est parce que nous avons la chance de vivre dans une société très progressiste. Et j'ajouterais qu'au Québec, nous avons mis de côté depuis de nombreuses années les questions religieuses, de sorte que ces éléments-là reposent maintenant, ces décisions-là reposent maintenant dans les mains Merci. des patients eux-mêmes. Des patients et bien entendu du corps médical. Merci beaucoup à tous les deux, Jacqueline Hermance à Bruxelles et donc Georges L'Espérance au Québec pour votre témoignage ce soir en direct sur TV5 Monde.